Est-ce qu'on voit bien l'écran? Oui, il semblerait que ça marche bien. Donc, je vais continuer déjà en me présentant. Donc, moi, je m'appelle Yves Peifer, je travaille pour CPI depuis à peu près 2011. Moi, j'étais psychologue de formation. J'ai une longue expérience en tant que psychologue dans le secteur médico-social. Je travaille avec des personnes qui avaient des troubles du spectre autistique et puis qui malheureusement présentaient de nombreux comportements agressifs et violents. En 2011, j'ai commencé à travailler avec CPI, d'abord en tant que formateur. J'ai eu la chance de pouvoir donner la formation à mes collègues dans mon établissement. Et petit à petit, j'ai évolué dans ma position. Maintenant, je travaille en tant que directeur clinique, c'est-à-dire que je conseille CPI sur la pertinence des contenus en fonction des besoins des gens de terrain. Vérifier que ce qu'on donne comme formation soit réellement utile pour les professionnels sur le terrain. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous faire une présentation donc sur la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour maintenir une approche bienveillante quand on est confronté malheureusement à des situations d'agressivité de la part des personnes dont on s'occupe. Et puis, je mettrai ça évidemment en relation avec le programme de formation que nous proposons comme une forme de réponse à cette question, réponse partielle, mais qui apporte quand même déjà beaucoup d'éléments pour pouvoir mieux s'en sortir avec bienveillance face à ces situations d'agressivité. Le plan du webinaire, on va d'abord commencer par une petite présentation de notre organisme de formation, CPI, qui travaille donc avec l'URIOPS, comme l'a dit Michael, déjà depuis pratiquement 10 ans. On fera évidemment un petit passage par le thème principal de ce webinaire, questionner cet aspect de la bienveillance face à l'agressivité. Ensuite, on parlera effectivement de l'offre de formation qu'on propose en collaboration avec l'URIOPS. Et puis, j'aimerais qu'on ait un temps d'échange et de questions, de réponses pour pouvoir répondre au mieux à vos attentes. Si on commence peut-être par la présentation de CPI, eh bien, il y a plusieurs choses à dire. CPI, c'est un organisme de formation à dimension mondiale. Nous travaillons dans plus de 20 pays dans le monde. On est fort placé du côté des États-Unis, mais aussi en Europe, comme vous le voyez, avec l'Angleterre, qui est le siège social de nombreux pays européens. On est aussi au Moyen-Orient, nous sommes aussi en Australie et dans les pays asiatiques. Donc, c'est un organisme aussi qui a beaucoup d'expérience dans le domaine de la gestion d'agressivité et de la violence, parce que ça fait plus de 40 ans que ces pays travaillent sur ce sujet-là, et uniquement sur ce sujet-là. Nous ne donnons pas de formation sur d'autres thèmes que comment est-ce qu'on fait pour gérer l'agressivité et la violence dans les milieux de santé, dans les milieux médico-sociaux et aussi dans les milieux de l'éducation. Ça, c'est nos 3 secteurs dans lesquels nous intervenons au niveau mondial. En France, je reviendrai un petit peu sur l'historique, mais on est plutôt dans le secteur médico-social pour le moment. On a une relativement grosse ou petite équipe, ça dépend comment on voit les choses, hein, mais on a 325 personnes qui travaillent pour ces pays un peu partout dans le monde. Vous avez une petite vision aussi de l'équipe française aujourd'hui. On est évidemment beaucoup moins en France parce qu'on est relativement nouveau sur le territoire. Hein. Michael l'a expliqué, 2013, le début de l'histoire de ces pays. Dans notre équipe, nous avons 60 formateurs qui sont uniquement dédiés à la formation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre métier à côté, c'est leur métier à part entière. Ce sont des professionnels de la formation. Ce sont des gens qui viennent du terrain, qui ont eu une expérience professionnelle d'abord en tant qu'infirmier, qu'éducateur spécialisé, que psychologue, que cadre de santé, chef de service, etc., mais qui maintenant sont des formateurs attitrés. On forme beaucoup de personnes dans le monde. 1,3 million de personnes sont formées par CPI dans le monde. Et depuis sa création,
il y a 40 ans, on a formé 18 millions de personnes partout dans le monde. Si on voit les choses sous cet angle-là, disons qu'on a quand même la fierté de pouvoir dire qu'on est quand même l'organisme spécialisé dans le domaine de la formation concernant l'agressivité et la violence le plus important dans le monde. Voilà, 17 000 organisations différentes avec lesquelles nous travaillons partout dans le monde. Et nous avons un modèle de formation sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, de ce qu'on appelle des formateurs accrédités. Et donc, nous avons déjà 38 000 personnes accréditées à donner la formation partout dans le monde. Mais je reviendrai sur cet aspect-là un petit peu plus tard dans la formation. Notre objectif, c'est vraiment des formations qui visent à prévenir, à désamorcer, à gérer les situations de crise par la parole et par les gestes, avec l'objectif d'éviter un maximum le retour à tout ce qui est contrainte physique. Quand on est face à des personnes agressives, souvent le premier réflexe, c'est d'y aller physiquement. Et donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'amener les gens à utiliser plus la prévention, le désamorçage, et si des fois on doit avoir recours aux contraintes physiques, comment est-ce qu'on peut le faire d'une manière qui est sécurisée pour chacun. Je reviendrai aussi sur ça un petit peu plus tard. Donc, l'idée, c'est vraiment d'améliorer les conditions d'accueil pour les usagers, d'une part, et puis aussi rendre les environnements plus sécurisés, plus sûrs pour les professionnels dont vous faites partie. L'histoire de ces pays en France, en quelques mots, Michael Vincent l'a expliqué tout à l'heure, nous nous sommes implantés à Lille avec le soutien de l'URIOPS en 2013. Jusqu'en 2020, finalement, le développement a été assez organique par le biais du bouche à oreille, et c'est principalement fait dans le médico-social. Ça a commencé avec un établissement, puis une association, puis un groupement d'associations, puis petit à petit, ça s'est développé comme ça. L'équipe française était assez réduite à l'époque parce qu'il y avait donc une formatrice dédiée, mais qui était en Angleterre et qui faisait les allers-retours pour venir sur le territoire français. Et donc, moi-même, je donnais aussi de temps en temps des formations pour ces pays, mais on était vraiment une petite équipe à l'époque. En 2020, CPI a décidé de développer, de vraiment créer une équipe française dédiée avec des formateurs spécifiques, des responsables développement, dont vous avez donc Frida qui est ici aujourd'hui, une équipe marketing, dont Agnès est le fer de lance, mais il y a toute une équipe derrière elle, de directeur clinique, ça c'est moi, un directeur spécifique pour la France, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui s'appelle François Chiner. Là maintenant en France, actuellement, on travaille à peu près avec 50 organisations différentes du médico-social, parfois des petites associations, parfois des très grosses associations. Donc, derrière une association peut se cacher évidemment beaucoup d'établissements différents. Et jusqu'à présent, avec notre modèle de formateur certifié, dont je reparlerai tout à l'heure, on a formé déjà 200 personnes sur le territoire français et qui dispensent donc du coup cette formation au sein de leur propre établissement à leurs collègues. On commence petit à petit à travailler avec le secteur de la santé, principalement la psychiatrie, les urgences, le secteur gériatrique. Mais pour le moment, on est beaucoup implanté dans le médico-social. Je rentre maintenant, après ces présentations, vraiment dans la question qui nous occupe aujourd'hui, cette question de la bienveillance. C'est vrai que quand on parle de bienveillance, on parle finalement de valeurs, et on a tous finalement des valeurs qui nourrissent notre approche professionnelle. Alors ces valeurs, elles peuvent être définies par notre organisation. Notre organisation peut déployer et annoncer un certain nombre de valeurs. Ça peut être des valeurs qui sont aussi des valeurs professionnelles, en fonction du type de poste qu'on occupe et du type d'activité qu'on mène. On peut avoir certains types de valeurs particulières. On peut aussi avoir des valeurs à titre personnel, même si nous sommes des professionnels, on vient aussi avec notre vécu et notre histoire personnelle. J'imagine que si je pose la question à l'Assemblée, je risque d'avoir dans les valeurs qui vont être énoncées des choses qui tournent autour de la bienveillance, justement, du respect, de la considération qu'on doit avoir peut-être pour les personnes qu'on a en face de nous. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça et qui me dit non, ce n'est pas du tout les valeurs avec lesquelles on travaille, n'hésitez pas à intervenir, mais je crois connaître suffisamment bien le secteur médico-social pour savoir que quand on pose la question, c'est vraiment ce genre de choses qui remontent
en premier. Nous avons des métiers avec une vocation, hein. On a commencé à faire le travail dans lequel on est parce que souvent, on avait la vocation à venir en aide aux personnes qui sont peut-être fragiles, qui ont peut-être des difficultés, etc. Et donc, ce genre de valeur risque forcément d'arriver rapidement sur le terrain. Alors donc, si on part du principe qu'on démarre tous avec cette espèce de bienveillance, de considération, de respect, de compréhension pour les personnes dont on s'occupe, je pense qu'on peut essayer d'aller un petit peu plus loin et de définir ce qu'on entend par le concept de bienveillance. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais finalement, ce n'est pas toujours facile de le décrire. Donc, j'ai été un peu regarder des définitions générales, hein, grand public, de ce qu'on entend par la bienveillance. Et donc, j'en ai retenu 3. Une définition du Larousse qui parle d'une disposition d'esprit, hein, qui incline vraiment à la compréhension, à l'indulgence à l'égard d'une autre personne. On retrouve cette notion d'indulgence dans la définition de l'internaute, hein, se montrer indulgent, gentil, attentionné à l'égard d'autrui, et surtout d'une manière qui serait désintéressée et qui vise à comprendre en fait l'état d'esprit de l'autre. Et enfin, j'ai trouvé une dernière définition qui parle d'une qualité, la qualité d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Donc, c'est vraiment cette idée d'essayer de viser la qualité finalement de vie de la personne dont on s'occupe. J'ai cherché aussi un petit peu les synonymes du mot bienveillance. Qu'est-ce qui ressort quand on s'intéresse à ce thème-là? Alors, on retrouve vraiment la notion d'indulgence, de bonté, de douceur, de compréhension, d'altruisme. Vraiment, ces choses-là ressortent, l'humanité ressortent comme étant des concepts au cœur de ce thème de la bienveillance. Et finalement, quand on regarde aussi les antonymes, on tombe sur un autre aspect du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On voit qu'au centre des antonymes, on a le mot agressivité, on a le mot hostilité. Et finalement, quand on dit comment est-ce qu'on fait pour maintenir notre bienveillance en situation d'agressivité, on est vraiment en train de parler de deux choses qui sont vraiment opposées l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'on va vouloir avoir le comportement qui est exactement le contraire de celui qu'on est en train de nous présenter quand quelqu'un est agressif vis-à-vis de nous. Donc, on va se questionner probablement un petit peu sur la possibilité et la difficulté peut-être de faire ce genre de choses. Je pense que tout un chacun, tout professionnel que nous sommes, dans la plupart des situations dans lesquelles nous nous trouvons au travail, quand on accueille un usager, quand on réalise des activités avec eux, quand on fait des réunions de synthèse et qu'on doit faire le point sur le projet ou le profil de quelqu'un, quand on rédige un bilan, quand on discute avec un usager de son projet personnel, ou quand à un niveau plus général, même on essaye de rédiger un projet de service ou d'établissement, je pense que dans ces moments-là, c'est relativement simple finalement de faire appel à notre bienveillance, parce qu'on est dans une situation calme où les choses se passent bien, parce qu'on a le temps de réfléchir à ce qui se passe autour de nous, on a le temps d'avoir de l'indulgence finalement pour les comportements des personnes. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile quand en face de nous, on a une personne qui réagit comme ça, en fait. Quand peut-être en face de vous, vous avez des gens qui vous provoquent, qui cherchent la bagarre avec vous, qui vous insultent peut-être, qui montent peut-être vraiment dans les tours, qui peuvent vous crier dessus, vous menacer, vous cracher dessus. En période Covid, je pense que les crachats sont devenus quelque chose de très problématique, qui peuvent vous jeter des affaires au visage, détruire vos affaires, casser le matériel dans lequel le matériel professionnel que vous utilisez au jour le jour pour faire votre métier. Puis je ne parle même pas du moment où où la personne décide de vous agresser physiquement, de vous frapper, de vous mordre, de vous tirer les cheveux, ce genre de choses-là. Et c'est là, finalement, où on se rend compte que c'est vraiment difficile de maintenir en fait nos valeurs professionnelles. Parce que tout un chacun, même si on est guidé par nos valeurs organisationnelles, professionnelles et personnelles, au moment où on nous attaque, c'est notre personne qui est visée sur ce moment-là. Et c'est là que c'est difficile de maintenir nos valeurs à un haut niveau et qu'on a tendance peut-être à réagir d'une manière différente qu'avec la bienveillance. Heureusement,
Alors, enfin, déjà, un premier point, la bienveillance face à l'agressivité, faut bien considérer que ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Hein, on ne peut pas improviser ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler. On ne doit pas non plus s'attendre, et c'est peut-être un des mythes qu'il y a aussi dans le médico-social, c'est que comme on vient tous avec une vocation au départ dans notre secteur, on peut s'attendre des fois à ce que finalement la bienveillance ce soit une ressource naturelle des travailleurs du médico-social. Mais euh, d'accord, mais il y a des gens qui vont très mal prendre quand on va leur cracher dessus ou quand on va leur taper dessus, et ça va être difficile de garder cette bienveillance, même si c'est quelque chose qui vient avec la vocation. Et puis, il ne faut pas oublier que face à l'agressivité, il y a un certain nombre de choses qui naissent au fond de nous. Et donc, la peur et l'anxiété, en fait, d'une personne ou d'une équipe face à l'agressivité jouent pour beaucoup, en fait, dans le fait de maintenir notre bienveillance dans ces situations-là. On doit vraiment avoir en tête que dans une situation d'agressivité, il y a une balance qui va se faire entre nos réactions instinctives et puis nos réactions qui sont maîtrisées, professionnelles, réfléchies. Et bien souvent, effectivement, si on a peur et si on est anxieux, c'est peut-être du côté de nos réactions instinctives qu'on va balancer plutôt que de nos réactions maîtrisées, basées sur nos valeurs organisationnelles, personnelles et professionnelles. Alors, heureusement, ce que je veux transmettre comme message aujourd'hui, c'est que si c'est pas improvisé, on ne peut pas improviser ça, si ce n'est pas une ressource naturelle, forcément, et tout ça, il y a quand même une solution, c'est qu'on peut s'entraîner. On peut s'entraîner à être bienveillant, ou en tout cas à le rester, même face à l'agressivité. Donc, je vais juste revenir ça. S'entraîner, ça veut dire deux choses. Ça ne veut pas dire supprimer nos réactions instinctives, parce que parfois elles sont utiles. C'est surtout s'entraîner à développer des réactions instinctives qui soient productives, qui nous aident face à l'agressivité, et aussi développer nos réactions maîtrisées pour avoir une vraie réflexion sur l'agressivité et pouvoir maintenir cette bienveillance. Alors, nos formations sont justement basées sur des valeurs, et ces valeurs vont aider les professionnels qui suivent les formations à maintenir leurs valeurs à un très haut niveau. Alors, quand je parle de valeurs, je parle de ces 4 valeurs et qui sont au cœur de nos programmes de formation. Donc, c'est par exemple la valeur de sollicitude. Quand on parle de sollicitude, on vise vraiment à essayer d'avoir du respect pour la dignité des personnes dont on s'occupe, d'avoir de l'empathie. Quand on parlait d'indulgence dans la définition de ce qu'est la bienveillance, on peut aussi penser au fait d'avoir de l'empathie et cette notion d'avoir une attention qui est portée sur les besoins des personnes. La notion de bien-être, le bien-être, vous le savez, naît souvent du fait que les personnes peuvent faire des choix dans leur vie. Ce qui fait qu'on est bien dans notre vie, c'est aussi qu'on a la possibilité de faire des choix, qu'on a une certaine forme d'indépendance et qu'on écoute nos choix dans notre vie de tous les jours. L'agressivité naît des fois du fait que les gens n'aient pas suffisamment le choix par rapport aux choses qu'ils doivent faire dans leur journée, dans l'établissement, etc. La protection, c'est aussi une valeur importante. La protection, mais dans quel sens? Dans le sens du respect des droits des personnes et aussi dans le fait de réduire les dangers auxquels sont confrontées les personnes. Et la sécurité, dans le sens avoir des relations avec les professionnels, avec les usagers, qui soient teintées d'harmonie, de sécurité, de sûreté, et qui soient basées sur une forme de collaboration. Donc ça, c'est vraiment ces valeurs importantes. Et je pense que si maintenant on utilise ces valeurs-là, on arrive à avoir, à mixer cette logique de bienveillance avec les situations d'agressivité. On va voir un petit peu plus comment dans la suite de cette présentation. Donc, dans nos formations, comment est-ce qu'on fait justement pour faire en sorte de pouvoir garder cette bienveillance en situation d'agressivité? On va déjà avoir une approche qui va maintenir ces valeurs par un regard équilibré entre les usagers, d'une part, et les professionnels. Quand on parle de ces valeurs, il n'est pas question de dire que c'est des valeurs qu'on doit juste diriger vers les personnes dont on s'occupe.
il faut qu'il y ait un équilibre entre nos valeurs à l'égard des usagers, que ça supporte le travail que nous faisons avec eux dans les situations d'agressivité, et il faut aussi qu'on ait ces valeurs-là à l'égard de nous, professionnels, pour pouvoir maintenir notre bienveillance. Donc, dans nos formations, on va toujours avoir un équilibre dans ces valeurs. Ce ne sera pas un contenu de formation où l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est totalement déséquilibré au profit, par exemple, des droits des usagers et sans possibilité, par exemple, pour les professionnels de se sentir en sécurité face à l'agressivité et la violence. Je vous dis ça, par exemple, l'exemple qui me vient en tête, c'est je dois intervenir dans un établissement prochainement, et dans cet établissement, en fait, les jeunes sont très agressifs, très violents, et la direction de l'établissement a pour valeur de ne jamais intervenir physiquement, même si le jeune frappe, agresse ou casse du matériel, etc. Et donc, c'est vraiment cette logique d'équilibre qu'on essaie de trouver, de ne pas avoir une situation où, effectivement, les professionnels, par exemple, se retrouvent obligés d'accepter de se faire frapper, parce que ça fait partie de la valeur organisationnelle, par exemple. Quelle autre manière est-ce qu'on a de maintenir la bienveillance dans les situations de crise grâce à nos formations? Eh bien, nous portons une grande attention à la question des traumatismes. Ça va peut-être vous paraître un petit peu étonnant qu'on parle de ça, mais j'aurais envie de vous demander, dans une grande foule comme ça de personnes, comme on la voit sur l'image, selon vous, sentez-vous libre de prendre la parole, d'allumer vos micros, mais selon vous, combien de personnes dans cette image pourraient avoir déjà été victimes de traumatisme? Je vous laisse un petit peu de temps pour allumer vos micros, pour me faire un petit retour. Nous, on dirait au moins 1 sur 2 parmi l'ensemble de cette image. Ok, ouais. Peut-être vous êtes déjà sensible à cet aspect du traumatisme. Peut-être que certaines personnes, merci beaucoup pour votre intervention, peut-être que certaines personnes se seront peut-être dit dans leur esprit, bon, dans une population générale comme ça, il y aura peut-être une ou peut-être 2 personnes qui vont être concernées par le traumatisme, mais la réalité, comme vous venez de le souligner, c'est que probablement il y a un grand nombre de personnes dans une population générale qui est concernée par des traumatismes. Il y a des études qui ont été faites sur ce sujet-là et qui montrent que chez les enfants, au moins effectivement 2 enfants sur 3 dans une population générale a été victime au moins d'un traumatisme dans son parcours. Et ce n'est pas dans les milieux médico-sociaux ou dans les milieux de santé, c'est dans la population générale. Et quand on parle de plus, quand on parle de plus de 4 traumatismes, on reste quand même avec un taux, une prévalence du traumatisme qui tourne aux alentours de 30%. Donc, c'est vraiment quelque chose, le traumatisme, qui est omniprésent. Et finalement, on ne sait pas qui peut avoir été victime de traumatisme en face de nous. Et donc, le fait de prendre en compte cet aspect-là dans les formations nous aide à garder une forme de bienveillance à l'égard des personnes agressives, parce que certaines fois, les traumatismes enclenchent ou déclenchent des situations d'agressivité. Comprendre ça nous aide en fait à pouvoir rester bienveillant face à une attitude d'une personne qui est en face de nous et qu'on ne comprend pas forcément. Pourquoi tout à coup, quand je suis intervenu, la personne s'est complètement fermée, a commencé à m'insulter, etc. Pourquoi avec moi c'est arrivé alors que ce n'est pas arrivé avec ma collègue, par exemple? Peut-être que derrière ce genre de choses-là, il y a des aspects liés au traumatisme qui interviennent. Donc, c'est une autre manière de favoriser cette bienveillance, c'est de comprendre l'impact et le poids du traumatisme sur la question de l'agressivité. Et donc ça, vous allez le retrouver évidemment dans les formations. Dernier point, pardon, excusez-moi, dans la formation, effectivement, on va avoir des contenus qui vont vraiment se centrer sur comment est-ce qu'on fait pour pouvoir travailler avec des personnes qui probablement ont vécu des traumatismes et est-ce que ces principes de soins ou d'accompagnement liés au traumatisme peuvent être aussi efficaces
pour des personnes qui, par ailleurs, n'en ont pas vécu, par exemple. C'est jamais mauvais d'avoir une approche, par exemple, qui offre des choix, qui offre de la collaboration, une forme d'autonomie aux personnes, même si les personnes n'ont pas forcément vécu de traumatisme. On va aussi avoir une autre manière de favoriser cette bienveillance, c'est d'avoir une approche dans nos formations qui vise à réduire, comme je l'ai dit en introduction, l'usage des contraintes, des pratiques restrictives. Alors, je pense que dans nos établissements, on est concerné par la question des contraintes, hein, quand on a des gens qui deviennent agressifs ou qui posent problème au niveau comportemental. Peut-être qu'on peut avoir recours à ces différents types d'interventions contraignantes. Je pense qu'on va souvent être dans le fait d'intervenir physiquement, décider de mettre la main sur quelqu'un pour peut-être le contenir quand il est agressif. Peut-être qu'on risque d'utiliser des stratégies environnementales, hein, comme peut-être réorienter une personne vers un autre endroit de l'établissement pour éviter que les choses n'escaladent. Dans certains établissements, peut-être que vous avez des prescriptions médicamenteuses qui sont données en cas d'urgence. Peut-être moins dans le médico-social, mais on peut penser aussi aux interventions mécaniques. Hein, je l'ai déjà entendu, comme l'utilisation d'outils comme des liens ou des choses comme ça pour réagir face à l'agressivité de certaines personnes. En tout cas, nous, dans les formations que nous donnons, nous insistons très très fort sur le fait que ces utilisations des contraintes doivent être des choses qui relèvent du dernier recours, qu'on doit vraiment porter l'accent sur les stratégies alternatives pour éviter d'avoir recours à ce genre de choses-là, que dans les stratégies alternatives, il y a beaucoup d'approches qui peuvent être non restrictives, hein, et que c'est vraiment celle-là qu'il faut utiliser en premier, et que si maintenant on a besoin d'avoir recours à des stratégies restrictives, comment est-ce qu'on fait pour minimiser le risque d'utiliser ces stratégies restrictives à l'égard de la personne, avec un certain nombre de principes, hein, en proportionnant l'intervention au niveau du risque, en étant le plus court dans notre intervention possible et d'une manière la moins restrictive possible. On va aussi avoir une approche dans nos formations qui va être globale, c'est-à-dire qu'on ne va pas penser juste à l'action que peut avoir un professionnel individuel dans la gestion d'une situation d'agressivité, mais quelles sont les stratégies qui, à un niveau global, organisationnel, sont pertinentes pour pouvoir réduire le recours à ces approches dites restrictives. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ça, mais si je peux juste reprendre par exemple la première stratégie qui a été identifiée comme permettant de réduire le recours aux approches restrictives, c'est l'implication de la direction, de la gouvernance d'une association. Par exemple, pour pouvoir avoir ce message de bienveillance et de réduction du recours aux pratiques restrictives, ça doit être une implication qui doit se faire dès le niveau le plus élevé d'une organisation, d'une association, par exemple. Il doit y avoir un message qui doit être clairement identifié dans les valeurs organisationnelles. Que fait-on? Comment est-ce qu'on le fait quand on est face à l'agressivité? Quel est notre objectif en tant qu'établissement quand on parle de bienveillance? Ce n'est pas juste une valeur qu'on doit énoncer, mais c'est comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre cette stratégie de bienveillance au sein de notre association. Et de ça va découler un certain nombre de choses, comme par exemple, comment est-ce qu'on va utiliser les données pour pouvoir améliorer notre pratique, comment est-ce qu'on va récolter le nombre de situations où il y a eu de l'agressivité, comment est-ce qu'on va voir comment les gens ont pu réagir face à cette situation d'agressivité, est-ce qu'on a eu recours ou pas à des stratégies restrictives et comment est-ce qu'on peut trouver des solutions alternatives. Mais je ne rentre pas trop dans les détails de ça, mais c'est juste pour vous expliquer qu'on va avoir aussi cette stratégie globale, pas uniquement former le professionnel de première ligne, vraiment une approche globale. Comme on a fait le point un petit peu sur ces aspects de bienveillance et face à l'agressivité, j'aimerais maintenant prendre quelques temps pour vous expliquer un petit peu le contenu de la formation. La formation qui s'appelle Intervention de sécurité
niveau initial et que nous déployons avec l'URIOPS. Elle est composée d'une dizaine de modules. On va faire un petit flash sur les 2 premiers modules juste après. Et dans les 10 modules, vous voyez que nous en avons 8 qui sont identifiés comme tels, et puis on a 2 en italique qui sont vraiment liés aux interventions physiques. Comment est-ce qu'on peut intervenir quand on est obligé malgré tout d'intervenir physiquement face à une situation d'agressivité. Donc, j'aimerais faire un petit focus sur le module 1 et 2, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très parlant pour comprendre un petit peu de quoi on parle. Quand on a les professionnels en formation, on leur apprend ce qu'on appelle le modèle de développement des crises. Ce modèle, en fait, c'est un outil qui est très apprécié par les gens qui viennent dans notre formation, parce qu'il est très simple d'utilisation, très simple à comprendre, et qu'il donne vraiment des outils pour pouvoir parler un vocabulaire commun. Alors, dans cet outil, vous allez avoir une première colonne ici, à gauche, qui va déterminer en fait les différents niveaux par lesquels passe une personne lorsqu'elle est en situation de crise. Et donc, on va pouvoir, avec cet outil et des définitions qui vont avec, identifier où se trouve une personne quand elle est en situation d'agressivité, pour pouvoir parler le même langage. C'est beaucoup plus facile de dire à son collègue que la personne avec qui on est en train de travailler commence à manifester des comportements défensifs en sachant de quoi il s'agit, plutôt que de dire « oh, elle est agressive », parce que l'agressivité ne signifie pas la même chose pour chacun. Donc, on va avoir vraiment 4 niveaux. Un premier niveau où la personne commence à manifester des comportements d'anxiété. Elle montre par son comportement qu'il y a des choses qui changent par rapport à son comportement habituel. Et donc, ça va être nécessaire de s'occuper d'elle. Il va falloir commencer déjà à avoir une approche pour pouvoir essayer de désamorcer. Il va y avoir un deuxième niveau qui va concerner plutôt les comportements défensifs, où là, la personne va avoir ses comportements plutôt verbaux et qui amènent voilà, de la provocation, des insultes, des cris, ce genre de choses-là. Un dégagement d'énergie important, sans que forcément il y ait de l'agressivité physique. On va avoir ensuite des comportements dits à risque, où on va parler effectivement de l'agressivité physique. Et puis, on va avoir cette dernière étape où effectivement la personne redescend progressivement pour revenir à son état peut-être de base au départ. Il va y avoir cette réduction émotionnelle et physique de la tension. Et puis, ce qui est intéressant dans notre modèle, surtout, c'est qu'on va avoir de l'autre côté une liste de comportements et d'attitudes professionnelles à avoir et qui sont connus par la recherche pour favoriser le désamorçage. Ce n'est pas juste des choses qu'on a sorties de notre chapeau en se disant « tiens, probablement que ce sera sympa d'avoir une approche positive quand on a quelqu'un qui est anxieux en face de nous ». C'est surtout qu'on s'est rendu compte par la recherche que ces stratégies-là sont celles qui sont les plus efficaces pour favoriser le retour à un état de calme et de bien-être. Donc, c'est vraiment pour centrer les choses sur le désamorçage. Alors évidemment, aujourd'hui, je ne peux pas détailler plus ce genre de choses-là, mais dans le cadre de la formation, c'est vraiment la pierre centrale de notre contenu et ça nous permet vraiment d'avoir un outil opérationnel dès que les gens sortent de la formation. Mieux identifier où sont les personnes en situation de crise et mieux identifier les attitudes les plus adaptées pour désamorcer. Dans le module 1, on voit cette partie-là. Dans le module 2, on voit qu'en fait, on a un lien avec le biais de l'expérience intégrée entre nos attitudes et la façon dont les personnes évoluent au sein de la crise. Ça va dans les deux sens parce qu'en fait, le comportement de la personne pendant la crise va influencer la façon dont nous allons réagir et de l'autre côté, notre façon de réagir va avoir une influence sur le développement de la crise. On voit ce genre de choses-là dans le module 2 avec l'expérience intégrée. On essaie aussi de comprendre qu'est-ce qui pousse les personnes à réagir plutôt du côté gauche du tableau, qu'est-ce qui pousse les personnes à avoir des comportements de crise, qu'est-ce qui les amène vers ça. Et là, on va parler des déclencheurs, des facteurs précipitants, de l'influence des traumatismes, toutes ces choses qui tirent une personne vers une réaction qui n'est peut-être pas rationnelle, pas maîtrisée et qui montre de l'agressivité. Et puis, on va surtout apprendre tout un tas de stratégies qui vont pousser les professionnels à garder leur bienveillance
en ayant une attitude et une approche du personnel qui est structurée, maîtrisée et organisée. Donc, c'est vraiment le module 1 et le module 2, comme ça, un petit focus rapide pour vous expliquer en quoi ça tient, mais ça aide vraiment les professionnels à pouvoir reconfigurer leur approche face à une personne agressive et violente, tout en maintenant une approche bienveillante. On ne réagit plus par, comment dire, par instinct ou à l'improviste, on réagit parce qu'on a un plan face à l'agressivité et la violence. Un petit flash rapide aussi sur le plan de nos contenus, sur nos techniques d'intervention physique. Elles sont de deux types. On va avoir ce qu'on appelle les techniques de désengagement. Alors, les techniques de désengagement, c'est assez simple. Hein. Quelqu'un vous attrape, vous tire les cheveux. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir vous désengager de cette situation-là, mais sans faire mal à la personne qui vous a attrapé les cheveux ou sans faire mal à la personne qui vous a attrapé par le torse? Quelles sont les stratégies pour pouvoir le faire, tout en respectant la dignité de la personne et en assurant une sécurité aussi en tant que professionnel qui est confronté à ce genre de comportement. Quand on parle de technique de maintien, c'est malheureusement le moment où on est obligé d'intervenir parce qu'en dernier recours, malgré toutes les stratégies qu'on a déjà dû essayer de mettre en place, il y a un risque pour la personne, pour son entourage, un risque imminent, immédiat, et on n'a pas le choix, on doit intervenir physiquement. Comment est-ce qu'on peut le faire avec des stratégies qui respectent la dignité des personnes, hein? Donc, on va enseigner tout un tas de stratégies physiques pendant le cadre de la formation, et on va essayer de comprendre pourquoi c'est mieux de tenir une personne d'une certaine manière plutôt que d'une autre, pour favoriser cet aspect de bienveillance, pour éviter de créer du traumatisme supplémentaire, parce que être maintenu, être contenu, toutes les personnes et la recherche montrent que ce sont des événements traumatisants pour la personne qui le subit. Donc, on va essayer justement d'apporter des éléments pour pouvoir éviter ce genre de choses-là. En termes de modalités de formation, nos formations peuvent se faire en intra-établissement. On peut venir chez vous donner la formation, en collaboration avec l'URIOPS évidemment. On peut le faire aussi en inter-établissement. L'URIOPS peut organiser des sessions en inter-établissement dans ses propres locaux, ce qui peut être intéressant quand vous êtes une petite association, par exemple, et que vous voulez vous organiser avec d'autres établissements. On a des modalités de formation en présentiel. D'abord, on parle de ce qu'on appelle le déploiement direct. Donc là, c'est un formateur de chez nous qui vient dans vos établissements ou qui vient à l'URIOPS pour donner directement la formation à vos collègues. Ça dure 2 jours et ça permet à vos équipes ensuite d'être prêtes pour pouvoir faire face à l'agressivité et à la violence dans leur établissement. L'autre modalité que l'on va avoir, c'est ce qu'on appelle la formation de formateurs certifiés, ce que je vous ai expliqué tout au début. On en a 200 en France, 38 000 au niveau international. Un formateur de ces pays va former un groupe de formateurs qui ensuite vont être les référents dans leur établissement pour former leurs équipes. Alors, l'avantage de ça, c'est que vous avez toujours quelqu'un au sein de la structure pour pouvoir justement être une référence et répondre aux questions, aux situations d'agressivité et de violence. Et en plus, en termes de flexibilité, vous avez l'occasion d'organiser vos formations en fonction de vos contraintes organisationnelles. Donc là, forcément, la formation est un petit peu plus longue, elle dure 5 jours, parce qu'on va prendre 2 jours pour former la personne au programme initial, et puis on va prendre 3 jours pour lui apprendre comment faire pour donner cette formation au sein de son établissement. Donc ça, moi, par exemple, quand je vous disais que je travaille depuis 2011 avec CPI, j'ai été un formateur certifié pour CPI au sein de mon établissement. En termes de formation, on a aussi des possibilités d'avoir les formations en situation mixte, où là, dans le déploiement direct, on va avoir non pas 2 jours, mais 3 heures en programme en e-learning et puis 1 journée en présentiel. Et si maintenant on fait de la formation de formateur certifié, on va avoir 4 heures de formation en e-learning et 3 jours de formation en présentiel. Ça vous permet de gagner un petit peu de temps. Les professionnels sont peut-être un petit peu moins absents de leur poste de travail. C'est certains avantages. Après, je sais que
nous sommes tous derrière nos écrans et nos ordinateurs depuis un certain temps et des fois on préfère être en présentiel, mais c'est des possibilités qui existent aussi. Pour chaque personne formée, il y a un processus de certification, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir faire la formation et être certifié juste parce qu'on était présent. Il y a vraiment un mécanisme d'évaluation et de certification qui se fait pour pouvoir bien contrôler que les personnes maîtrisent à la fois les contenus de désamorçage, de prévention, mais aussi les compétences physiques, parce que ce serait un danger que de laisser des gens utiliser des stratégies qu'ils ne maîtrisent pas correctement, avec un processus de renouvellement régulier, parce qu'on a besoin de répéter, de se rappeler comment on doit faire les gestes, questionner aussi ce qu'on a mis en place et revenir en discuter en formation. Pour les instructeurs ou pour les formateurs certifiés que nous formons, c'est le même principe, il y a toujours ce processus de certification et de renouvellement régulier. Il y a quelques petites choses supplémentaires, c'est que les formateurs certifiés bénéficient d'un accès à une communauté que nous avons organisée avec Agnès, notamment sur Facebook. On a un groupe privé de formateurs certifiés qui leur donne un espace d'échange, de soutien, pour pouvoir discuter de tiens, comment je fais moi pour donner l'information à mes collègues, des ressources spécifiques supplémentaires. On fait des vidéos explicatives, des webinaires, et puis on rend aussi disponible l'équipe de CPI pour pouvoir répondre aux questions des gens qui se retrouvent formateurs au sein de leur propre établissement. Juste sur cette slide-ci, on a quelques dates qui sont déjà prévues au niveau de l'URIOPS. Je vais les laisser afficher et juste vous permettre maintenant de passer à ce moment peut-être d'échange, de questions, de réponses, de critiques. En tout cas, toute l'équipe de CPI, là, pour le moment, est à votre disposition, donc n'hésitez pas, on est friand des questions et des petites choses sur le contenu, sur les aspects pratiques d'organisation. Il nous reste à peu près une petite vingtaine de minutes pour pouvoir échanger autour de tout ça. La question, c'est toujours de savoir qui va oser prendre la parole en premier, évidemment. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question. Donc, nous, on est de la plateforme santé Douaisis. On porte plusieurs dispositifs autour de la santé et de la prévention en santé, promotion de la santé. Oui. Donc, on serait intéressé déjà pour le déploiement direct. Mmh. Et j'aurais une question sur le renouvellement. Vous parlez de certification et après de renouvellement régulier. Oui. Est-ce que c'est un forfait du coup qui est compris dans la formation ou est-ce que c'est sous forme de rassemblement, en réunion? Enfin, comment on s'inscrit? La formation initiale donc, a un coût et pour le renouvellement, c'est un coût séparé. Vous prenez, vous venez pour une formation de renouvellement qui est distincte. Donc, c'est deux choses distinctes. Et c'est tous les combien le renouvellement que c'est nécessaire? Écoutez, pour la formation dont je vous parle, qui s'appelle intervention de sécurité avec les compétences physiques, c'est que la recommandation, c'est que le renouvellement se fasse tous les ans. Pour la simple et bonne raison que ces stratégies que nous apprenons, si elles sont mal utilisées, elles peuvent soit vous blesser, vous, en tant que professionnel, soit blesser les personnes sur lesquelles vous les utilisez. Et donc, ce que vous risquez, c'est soit d'avoir effectivement des incidents à gérer parce que vous n'êtes pas remis à jour. Vous savez, hein, des fois, on apprend un geste et puis petit à petit, le geste, on le fait d'une manière un peu différente, etc. Puis on se dit, bah, tiens, j'ai essayé, ça fonctionnait mieux de cette manière-là. Si vous n'avez pas l'occasion de rediscuter avec un formateur de CPI pour voir si cette façon de faire est adaptée ou pas, petit à petit, il y a des déviances qui se mettent en place et ce n'est pas une bonne chose. Par ailleurs, il y a plusieurs organismes en France qui commencent à s'intéresser à la question de la formation et sur ces sujets-là et qui disent clairement que la notion de renouvellement et de recertification est quelque chose d'important. Par exemple, il y a le contrôleur général des lieux de privation de liberté qui s'intéresse à ce sujet-là
et qui demande que les formations au désamorçage, à l'intervention dans des situations de crise soient faites de manière régulière. Et il y a aussi l'ONVS, l'Observatoire national des violences en milieu de santé, qui est probablement pas très connu au niveau médico-social, mais je leur fais un peu de publicité. C'est un organisme donc gouvernemental et qui répertorie les situations de violence dans les établissements. Les établissements de santé sont plus habitués à faire le retour sur ce sujet-là que les établissements du médico-social, mais le médico-social peut aussi le faire. Il y a des possibilités de faire remonter les chiffres des situations d'agressivité, de violence qui ont été rencontrées au sein des établissements. Et donc cet organisme-là recommande aussi cette logique de renouvellement régulier dans une logique de maintien du niveau de qualité, en fait. D'accord. Et j'ai une autre question, du coup, est-ce que les dates de formation, c'est vous qui les choisissez ou ça peut se choisir avec les partenaires intéressés, par exemple? Alors, avec l'URIOPS, donc on a des dates qui sont fixées par l'URIOPS. L'URIOPS place un calendrier régulier. Et puis, je pense que quand vous discutez avec Michael Vincent, s'il y a des besoins qui sortent de ces dates-là, Michael est là pour travailler en collaboration avec nous et organiser des sessions spécifiques. D'accord, merci. Oui, je vous confirme, on a déjà depuis le début de l'année 2022 sur ce premier trimestre, on a déjà une dizaine de sessions en intra qui ont été planifiées. Donc, on est assez flexible et on essaie vraiment de répondre aux besoins des équipes, parce qu'on sait que c'est toujours organiser la formation, c'est toujours un casse-tête. Donc, on s'organise et on essaie de de faire au mieux. Frida est aussi en très forte collaboration avec Michael pour trouver des dates, trouver des disponibilités. Et ouais, on essaie vraiment de s'adapter aux besoins. D'autres questions sur les contenus ou les modalités de formation que je vous ai présentées? Non, pas pour le moment. Est-ce que vous êtes confronté à de l'agressivité et de la violence au sein de vos établissements? Est-ce que vous voulez peut-être faire part et expliquer un petit peu ce que vous rencontrez en tant que professionnel? Ce qui vous a peut-être poussé justement à participer à ce webinaire aujourd'hui? Je suis toujours intéressé de comprendre quelles sont les réalités des professionnels sur le terrain, quels sont les besoins et à quoi concrètement vous êtes confrontés finalement. Nous, excusez-moi, donc Élodie Evrard, je suis la directrice de la plateforme Santé Douaisis. Donc, Oui. je fais suite à ce que Pauline Ribeiro, la coordinatrice du conseil local, du contrat local de santé, vient de prendre la parole. Nous, au niveau de la plateforme Santé Douaisis, comme Pauline nous l'a dit, on porte de nombreux dispositifs et on a un dispositif notamment pour accompagner les allocataires du RSA, du revenu solidarité active. Et on se rend compte en fait qu'on a énormément, de plus en plus, parce que malheureusement, on fait le travail du département, entre guillemets. Alors, excusez-moi du terme, c'est un peu le sale travail. Et donc, nos référentes RSA sont vraiment en première ligne des difficultés avec les usagers. Et on a énormément vraiment de violences qui peuvent être des violences verbales, avec vraiment des altérations des professionnels, parce qu'elles sont juste là bienveillantes et à lever les freins à l'emploi. Et on se rend compte de plus en plus avec les usagers. Alors nous, on a un portefeuille de personnes de 240 allocataires du RSA et on se rend compte que sur les 240, on a quand même de plus en plus une montée en charge de personnes qui ne souhaitent pas du tout reprendre le travail, alors que nous, on a des objectifs financiers derrière par le département, avec de l'agressivité qui peut monter vraiment à de l'agressivité verbale et à physique, avec des usagers qui ont déjà attendu les professionnels référents RSA en bas de la structure. Et donc, voilà, moi, ça nous inquiète et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire parce que derrière, on est lié avec un objectif financier. Le département nous demande vraiment de remettre ses allocataires à l'emploi et derrière, c'est ces usagers qui sont très loin de comprendre ça et malgré une explication répétée et des exigences, ils font face à une violence que nous, on n'accepte pas, quoi.
Et ce sont des professionnels qui interviennent souvent en situation, je veux dire, solitaire, individuelle. Oui, c'est des situations exclusivement individuelles. Hein. C'est un accompagnement individuel pour qu'il soit personnalisé. Et donc, elles sont… Alors, des fois, elles peuvent être deux dans le bureau. Les deux référentes sont ensemble dans le bureau. Donc, des fois, les deux référentes peuvent l'être, mais c'est souvent très rare quand même. Donc, on avait, nous, mis en place, dans le cadre du document unique, un peu une alerte, entre guillemets. Alors, on n'avait pas de moyens financiers de pouvoir installer un bouton rouge d'alarme ou un truc comme ça, mais c'était de laisser la porte ouverte si jamais on savait que cette situation allait être complexe. Maintenant, on ne le sait pas systématiquement, en fait, et donc c'est ce qui crée un peu la difficulté, et c'est surtout, on s'est déjà retrouvé à une situation à aller porter plainte au commissariat parce que c'était compliqué pour nous. Bien sûr, oui. Et puis je sais aussi la difficulté que ça représente pour un professionnel du soin, ou pour un professionnel du médico-social, de se dire, mais en fait, je sors du travail pour aller porter plainte contre une personne dont je m'occupe, en fait. Des fois aussi, il y a un mécanisme de culpabilité qui s'installe et qui est difficile pour les personnes. Et c'est vrai que dans les contenus de formation, sur ce genre de situation-là, c'est toute l'importance justement de savoir prévenir et désamorcer correctement les situations pour éviter qu'on en arrive à la situation où il y a quelqu'un qui attend un professionnel à la sortie du travail pour lui casser la figure, quoi, ou pour s'en prendre à sa voiture, ou pour ce genre de choses-là. Et c'est vrai que ces stratégies de désamorçage, de repérage du comportement, et donc du coup d'avoir les attitudes appropriées pour désamorcer le plus vite possible, sont d'autant plus importantes que les moyens de faire face à l'agressivité sont faibles. Si vous êtes, je vais prendre l'exemple caricatural, mais une femme toute seule dans un bureau et qui accueille un grand gaillard musclé qui tout à coup commence à péter un câble, personne n'a envie que cette personne soit obligée d'intervenir physiquement, en fait, parce que ça va vraiment poser problème. On va avoir besoin de travailler en équipe, on va avoir besoin de faire appel à des collègues pour les interventions physiques. Donc, être des experts dans le désamorçage, dans la prévention de ce genre de situation d'agressivité, ça devient vraiment quelque chose de quasiment vital, finalement. Oui, complètement. Bien-être au travail, etc. Oui, bien-être au travail, en effet. Merci en tout cas. Et donc, on est fortement intéressés, vous l'avez compris, par la formation du 12 et 13. Donc, je pense que l'URIOPS reviendra vers nous. On a mis dans le chat nos coordonnées mail, le secrétariat de la plateforme, pour les modalités organisationnelles et financières de la formation. Super. Merci. Oui, on vous enverra une proposition. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. On a encore un petit peu de temps. Normalement, je pense que le webinaire était destiné à terminer vers 12h30, donc on a encore un petit peu de temps pour prendre des questions, des remarques ou des expériences peut-être professionnelles. Des fois, c'est en partant d'une expérience et en expliquant, il nous est arrivé ça, qu'on peut évaluer plus précisément si finalement les contenus de formation tiennent la route par rapport à vos expériences. Donc, c'est là aussi que c'est intéressant de savoir, on a tous en tête un jeune extrêmement compliqué avec lequel on n'a jamais trouvé de solution, ou une collègue dernièrement qui est partie en arrêt parce qu'elle a subi telle ou telle agression. Et c'est là où, en discutant d'exemples concrets, qu'on peut voir si effectivement les contenus de formation semblent utiles par rapport à vos besoins. Non, pas trop d'autres retours. Michael, est-ce que tu veux reprendre la main peut-être? Oui, après, si on n'a pas d'autres retours, voilà, on avait dit jusque 12h30. Enfin, moi, j'ai 29, donc je vois qu'il y a des personnes qui doivent partir. Déjà, merci à Yves, à Agnès et à Frida du CPI pour cette présentation. Merci aussi à vous d'avoir participé à ce webinaire de présentation. Donc, on vous envoyera
l'enregistrement pour ceux qui le souhaitent. Et puis, voilà, pour la plateforme, on enverra une proposition. N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous aviez des questions qui reviennent un peu à froid. Des fois, on n'a peut-être pas des questions tout de suite à chaud, mais on peut en avoir dès demain. Donc n'hésitez pas à nous ressolliciter si besoin. Ce sera avec plaisir qu'on travaillera avec Michael pour répondre à vos questions. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.